Salut à toi. Aujourd'hui, je voulais qu'on analyse ensemble une entreprise qui évolue dans l'industrie du voyage en ligne. Donc, il s'agit d'un des leaders de la location de courte durée. On ne va pas parler ici de Booking, mais bien de Airbnb. À la base, Airbnb, c'est tout simplement une plateforme qui permet de mettre en relation des propriétaires de logements vacants, donc que ce soit des maisons ou des appartements, et de l'autre côté, des personnes qui ont besoin de se loger, que ce soit pour le travail ou pour les vacances, par exemple. Donc c'est tout simplement une interface entre une offre et un besoin. Je ne sais pas si tu l'as remarqué récemment, que ce soit sur son site ou son application mobile, mais Airbnb est en train de développer différents services, donc ils ne veulent plus se contenter d'être une simple plateforme de réservation de logement, ils veulent vraiment enrichir l'expérience utilisateur. Donc pour ça, ils ont lancé une catégorie qui s'appelle expérience et aussi une seconde qui s'appelle service. Donc dans la catégorie expérience, vous pouvez par exemple apprendre à cuisiner avec un chef étoilé, créer vos propres vêtements et accessoires à partir de déchets recyclés, ou encore concocter des remèdes naturels après avoir directement récolté les herbes et les plantes. Et dans la partie service, vous pouvez par exemple faire appel à un photographe pour un shooting, profiter d'une séance de relaxation avec un masseur, ou encore s'offrir les services d'un maquilleur. Donc pour l'instant, ces deux nouveaux services restent très limités. Euh, Airbnb préfère vraiment se focaliser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et moi personnellement, c'est une approche que j'affectionne, car si vous optez pour un de leurs services et que votre expérience est décevante, on ne va pas se cacher, mais il y a fort à parier que vous ne réutilisiez plus du tout leur plateforme pour réserver ce type de prestations. Donc pour l'instant, les services proposés sont peu variés et en petit nombre, mais au fur et à mesure que les utilisateurs adopteront ces nouveaux services, ils enrichiront la plateforme. Ce qui est également important de souligner, c'est que Airbnb se différencie d'autres plateformes, là où par exemple Get Your Guide propose des activités qui au final sont réservées par tout le monde et plus d'une fois c'est un peu de la trappe touriste. Là Airbnb essaie vraiment de proposer des services qui sont plus personnalisés et authentiques. Donc c'est à mon sens un élément très différenciant qui devrait jouer en leur faveur. Maintenant qu'on sait plus ou moins où Airbnb souhaite nous emmener, on va regarder les derniers résultats trimestriels de l'entreprise et personnellement je trouve ça plutôt encourageant. On a un chiffre d'affaires qui a progressé par rapport au même trimestre de l'année précédente de 13%, donc ça reste quand même une croissance soutenue. Après, bien entendu, cette croissance n'est pas uniforme d'une région à l'autre. Comme on peut voir, sa région la plus importante, donc, qui est l'Amérique du Nord, donc, qui représente quasiment la moitié de son chiffre d'affaires, là, la croissance est plus limitée, uniquement 5%. Par contre, nous, notre vieux continent, donc l'Europe et le Moyen-Orient, on est quand même ici à plus de 18% de croissance, donc ce qui reste intéressant. Mais là où il y a un vrai relais de croissance, ça va être vraiment sur les régions qui sont encore peu pénétrées actuellement, donc qui sont l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique, où là, pour le coup, on a des croissances de 25% et 23%. Si tu regardes juste un peu plus bas, on voit ici que le nombre de nuits réservées a augmenté de 7% par rapport au même trimestre de l'année précédente, donc c'est relativement intéressant. Ici, des marges brutes importantes, 82% ce trimestre. Alors après, c'est normal d'avoir des marges aussi importantes puisque Airbnb n'est au final qu'une plateforme, il ne possède pas du tout les biens immobiliers et ça se traduit ici par une marge opérationnelle de 20% et une marge nette de 21%. Donc c'est plutôt pas mal. Si on s'intéresse maintenant à l'endettement, on peut voir qu'au niveau de sa dette long terme, elle est quasiment inexistante. 394 millions, ce n'est rien du tout. Surtout quand on sait que l'entreprise possède actuellement plus de 7 milliards de dollars en liquidité. Donc l'entreprise pourrait, si elle souhaitait, rembourser l'intégralité de sa dette long terme et il lui resterait encore de l'argent sur ses comptes en banque. Si on regarde maintenant par rapport à sa dette nette, donc qui je rappelle est la différence entre la valeur d'entreprise et la capitalisation boursière, on a ici 11,8 milliards. Ces 11,8 milliards, il faut les comparer au free cash flow que génère l'entreprise, mais on ne va pas le regarder par rapport à cette année, mais par rapport à la moyenne sur les 5 dernières années, donc qui est de 3,42 milliards. Là, si je divise ces deux nombres, on a ici 3,45 années. Donc là, même la dette nette est maîtrisée, puisqu'il faudrait à l'entreprise moins de 4 ans pour la rembourser. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, au niveau des indicateurs de rentabilité, on a un ROA ici de 11%, donc c'est OK, un ROE de 33%, donc c'est plutôt intéressant, surtout qu'on sait que l'entreprise n'utilise pas trop le levier de la dette.
Et pour le retour sur les capitaux investis, donc qui est vraiment la métrique la plus importante, hein, je le rappelle, le ROIC indique pour chaque euro investi combien l'entreprise en génère. Donc là, quand vous avez un ROIC cette année de 55%, ça veut dire que pour chaque euro investi dans l'entreprise récupère 55 centimes. Donc c'est énorme. Après, sur 5 ans, on n'est que de 0,12%. Mais ça, c'est plus ou moins normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb s'est introduite en bourse il n'y a pas si longtemps que ça. Et au niveau du résultat net, il y a encore 4 ans, l'entreprise était négative. Donc c'est vraiment voilà, pour ces raisons que le ROIC est relativement faible actuellement, sa moyenne sur 5 ans. Mais voilà, au fur et à mesure que l'entreprise va croître, je pense que ces marges nettes et marges au free cash flow auront tendance à s'améliorer et donc du coup ça augmentera aussi ces différents indicateurs de rentabilité. Mais la chose que je voulais quand même vous regarder, donc il s'agit ici d'une entreprise quand même importante, hein, une capitalisation boursière de 77 milliards de dollars, donc ce n'est pas rien. Mais quand vous voyez ici un PCF de 18, là je me dis, potentiellement il pourrait y avoir un coup à jouer. Certes, le PER est plus important, hein. Cette année il est quasiment de 30, mais ça c'est parce que l'entreprise a tout simplement des marges sur le free cash flow bien supérieures à ses marges nettes. Si on regarde rapidement les analystes, on peut voir ici qu'ils s'attendent toujours à une croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc ça c'est pas mal. La croissance annualisée serait aux alentours des 9%. Donc par rapport aux croissances qu'on a pu voir, c'est une croissance qui est ralentie, mais ça c'est plus ou moins normal, puisque au fur et à mesure que l'entreprise va grandir, il sera de plus en plus compliqué de maintenir une croissance relativement importante. Mais la chose qui est aussi intéressante à regarder, ça va être la croissance du bénéfice par action. Et là pour le coup, on voit que cette croissance du bénéfice par action est supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Là, on est plus aux alentours des 15, entre 15 et 20% en règle générale. Donc, ce qui veut dire, si le BPA augmente plus rapidement que le chiffre d'affaires, soit les marges de l'entreprise vont s'améliorer, donc ce sera probablement le cas, ou soit aussi l'entreprise rachètera ses actions, donc il y aura une part de gâteau plus importante pour les actionnaires de l'entreprise. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser notre outil pour savoir si cette entreprise, on peut l'acheter aujourd'hui avec un PCF de 18 et réaliser des rendements intéressants dans le futur. Mais juste avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper les prochaines vidéos. Pour rappel, on va réaliser des estimations sur les 10 prochaines années avec une croissance annualisée du chiffre d'affaires entre 6 et 10%, des marges nettes entre 15 et 25%, des marges sur le free cash flow, donc comme vous pouvez le voir ici, qui sont plus importantes, donc du coup nous entre 35 et 40%. Ensuite, le PER-PCF que je pense que l'entreprise s'échangera à l'issue de nos estimations, donc de nos 10 ans, c'est-à-dire en 2035. Moi personnellement, voir un Airbnb entre 20 et 24 de PER ou PCF, ça ne me choquerait pas. Et ensuite, au niveau du rendement que l'on souhaite, uniquement nos 9% de rendement qui correspondent à la valeur intrinsèque. Quand j'analyse, on peut voir ici, donc on va vraiment se fier sur les marges sur le free cash flow, donc la dernière ligne. On peut voir que si on achetait aujourd'hui l'entreprise à 123 $, on pourrait réaliser 11,5% de rendement pour les estimations basses, 15,5% de rendement pour les estimations moyennes et un peu plus de 19% pour les estimations hautes. Alors après, bien entendu, ces 9% de rendement, moi, ce n'est pas au prix auquel je souhaite acheter Airbnb. Le fait d'investir dans une entreprise, vous devez vous fixer des marges de sécurité. Donc c'est pour cette raison que moi, je mets toujours des marges un peu plus importantes et moi, je demande en rendement annualisé. Pour les estimations les plus pessimistes du 12%, pour les réalistes du 13,5% et pour les optimistes du 15%. Et là, quand on analyse, on peut voir que pour les estimations pessimistes, on est plus ou moins dans les clous. Il faudrait que l'action chute à 119 $ pour réaliser nos 12% de rendement. Donc on est à 4 € près, donc ça va. Et pour les estimations réalistes, on pourrait l'acheter jusqu'à 142 $ et pour les estimations optimistes, jusqu'à 167 $. Juste avant qu'on se quitte, je tiens à te rappeler qu'il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Il est très important que tu réalises tes propres recherches avant d'investir sur une action. Surtout quand on sait que depuis quelques années, certaines municipalités, dont de très grosses villes, ont durci le ton vis-à-vis des logements de courte durée. Et on ne va pas se cacher, si ces réglementations continuent ou prennent de l'ampleur, ça affectera forcément le business model d'Airbnb. Si tu ne l'as pas encore vu, j'ai réalisé une vidéo qui t'explique pour quelles raisons j'ai préféré investir dans Intel plutôt que dans Nvidia.
Dans tous les cas, eh bien, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!